Si tu veux faire médecine, si tu veux entreprendre des études en médecine, cette vidéo va certainement te décourager. Mais non, je rigolais. Elle va plutôt t'informer au maximum possible, venant de personnes parmi tant d'autres qui ont une certaine expérience à partager dans le cadre des études en médecine. Bienvenue chez Drawfit Business. C'est une chaîne qui s'oriente vers l'éducation, l'entrepreneuriat et l'écriture. Et comme d'habitude, il y a toujours un podcast réservé à l'éducation. Et quoi de mieux que de parler sur un domaine où nous avons une extrême connaissance, car étant de manière profonde du domaine. Je suis Quentin B et voilà, je vais donc présenter mes différents panélistes et ensemble, on va justement parler de cette thématique, des différents éléments à savoir avant d'entamer ses études en médecine. Ça s'oriente vers les étudiants en médecine ou alors les admirateurs du corps médical ou alors je vais dire toutes les entités qui relèvent de la santé. Donc aujourd'hui, on va donc aborder cette thématique afin Alors, je suis Quentin B et puisque nous parlons de médecine, je suis notamment étudiant en médecine et à l'époque ou alors à l'heure où nous faisons cette vidéo, je suis étudiant en troisième année de médecine à l'Université d'État président Joseph Kasavubu en République démocratique du Congo. Salut à tous, moi c'est Tim Kabako Chris Jordan, actuellement étudiant en quatrième année médecine à la prestigieuse Université président Joseph Kasavubu. Salut à tous, je réponds au nom de Djombisi Edwin Durand Wilfried, étudiant en médecine, en D3 médecine précisément, l'équivalent dans d'autres systèmes de la sixième année de médecine, dans l'université président Joseph Kasavubu de Goma. Moi, je vais commencer directement par une question difficile. C'est une question que les étudiants en médecine se posent souvent entre eux, mais c'est aussi des questions qu'ils reçoivent des étudiants d'autres domaines, notamment qu'est-ce qui t'a motivé à faire la médecine? Chacun va répondre et moi, bien évidemment, je vais aussi répondre par la suite. Ça, c'est une question vraiment à laquelle on doit bien réfléchir avant de répondre. Bon, moi, personnellement, je vais quand même vous dire ce qui, moi, m'a motivé à faire la médecine. Moi, contrairement à d'autres personnes, je n'ai pas particulièrement eu l'envie de faire la médecine, comme peut-être quand tu es petit, tu dis que bon, je rêve de devenir médecin, je rêve tenir une seringue à la main pour faire des injections ou quoi que ce soit. Non, ça n'a pas été ma motivation. À la base, je voulais même d'abord être ingénieur. Et je pense que même mes parents, là où ils sont, eux-mêmes, ils savent que c'était ma motivation première. Je vois. Je voulais d'abord être ingénieur en informatique et j'étais au lycée, j'étais très performant dans tout ce qui concerne, tout ce qui tournait autour des maths, physique et chimie. La SVT n'était pas particulièrement ma matière de base. C'était quand même là, je m'en sortais plus ou moins bien. Mais bon, c'est lorsque j'arrive en terminale que je me rends compte que ça va. Je me rends compte quand même que non, je suis... Oui, quand je peux essayer, je vois mes notes, j'explosais quand même. J'ai dit que bon, pourquoi ne pas aussi penser quand même à faire la médecine? Parce que j'avais vraiment ça me plaisait déjà. Ça me plaisait. En fait, les sciences humaines m'ont toujours plu, même depuis la classe de troisième. Même vous savez que en classe de troisième, la troisième c'est une classe où on parle de la science humaine, même si ce n'est pas dans sa profondeur, mais quand même de façon superficielle, on aborde la médecine humaine. On touche la médecine humaine. Exactement. Lorsque j'arrive, par exemple, en classe comme les classes comme seconde, première, je me retrouve en train de faire les roches. Particulièrement, bon, ça, je m'excuse pour ceux qui font peut-être la géo. Je m'excuse pour ceux qui font géologie ou quoi que ce soit. Vraiment, je n'ai pas eu une passion. Organiser les strates selon Vraiment, personnellement, si vous voulez que je vous montre mes copies, vraiment, lorsque il s'agissait de faire ça, j'étais à côté. Même parfois, mon enseignant, j'étais sur un coup de répétition.
Même parfois, au cours des répétitions, mais on m'envoyait au tableau. Vraiment, je restais comme ça et j'étais très étonné. Quelle torture! Mais quelle torture, vraiment. Ça me... Mais, je dis que parfois, je reste comme ça, l'enseignant m'envoie au tableau, il m'a expliqué, on dit que là, il faut classer les fossiles. Vraiment, je n'étais particulièrement pas motivé par ça. Alors, lorsque j'arrive en classe de terminale, avec bien sûr notre enseignant qui était très performant, il te parle des sciences et tout. Bon, j'ai quand même eu une passion pour ça. Ça m'a plu parce qu'on te parle du corps humain, on te parle de ce qui concerne notre organisme en général. Je vois. Donc j'ai été vraiment touché par ça et ce qui me pousse maintenant à vouloir c'est même ce qui me pousse à penser quand même à faire la médecine, même à la fin, avec les notes que j'explosais déjà en sciences et tout ça, avec les autres matières complémentaires de sciences, notamment la SVT, la chimie, la physique, ainsi que les mathématiques. J'étais assis là-bas. Donc j'ai dit que bon, je peux faire ingénierie et je peux aussi penser faire la médecine. Étudiant polyvalent. Pas l'étudiant polyvalent. Et j'avais aussi en tête d'être un enseignant de mathématiques. Donc, on est déjà à 5 ou c'est 10 rêves, hein? 10 les gars sont vraiment, J'étais nul. Je voulais même devenir enseignant de mathématiques. Et il y a plusieurs personnes, certainement même qui vont regarder qui vont suivre le podcast. Il y a plusieurs de mes camarades qui eux-mêmes savent que je n'étais pas seulement quelqu'un qui était carré mathématique. Moi, j'étais un peu de partout. Ce qui fait que je pouvais avoir la possibilité d'aborder, que ce soit, je voulais même faire l'ENS chimie. À un moment, j'ai même changé, je voulais même faire maintenant la physique. Parce que je m'en sortais quand même. Maintenant, lorsque j'arrive, toujours en terminale, quand j'arrive par exemple devant, il y a un enseignant qui nous avait tenu, c'était un étudiant en médecine. Il m'a particulièrement motivé. C'est-à-dire, la façon avec laquelle il donnait cours. J'étais touché. Donc, tu restes comme ça. Il entre en profondeur. En fait, c'est un peu comme si tu... c'est un peu comme les caresses qu'on fait à une femme avant d'entrer dans l'acte. Scientifiquement parlant. Merci beaucoup. Voilà, on parle de physiologie de la reproduction. Scientifiquement parlant. C'est-à-dire, c'est comme s'il te déshabille la médecine comme ça. Il entre en profondeur. Non, quand je suis resté, j'ai écouté, j'ai dit que non, ça, c'est... Le monsieur, s'il me motive, je peux aussi faire la médecine. On a commencé là que j'aime bien, dit que bon, même pendant les préparations au concours, je vais penser quand même aussi à postuler pour faire la médecine. C'est donc là où j'ai commencé à travailler pendant les vacances, après le baccalauréat, après les examens du baccalauréat. Bon, je me suis dit, bon, je peux aller quand même faire les préparations. Arrivé maintenant aux préparations, j'étais buté. Oui, arrivé aux préparations, j'étais buté parce que j'étais confronté à deux choses. Il y a les mathématiques, parce que je voulais faire, en ce moment-là, je voulais faire ENS maths. Et il y avait également la faculté de médecine. Sans vous mentir, j'ai particulièrement été... Ce sont d'abord deux grosses matières, deux grosses choses qui, sur le plan logique, ne peuvent pas... C'est un peu comme... Tu ne peux pas poursuivre deux lièvres à la fois. S'il y a deux lièvres qui courent rapidement, tu ne peux pas. Tu ne peux pas faire en même temps l'ENS mathématique et tu veux faire la médecine. Exactement. La science est d'abord tellement vaste. On va entrer dans les détails comme à la suite. Donc, particulièrement, ce qui m'a... Pour être vraiment bref, désolé d'avoir... Ça valait la peine, ça valait la peine. Donc, tout commence par une bonne jeunesse. Oui, en fait, c'est ce monsieur en fait, qui m'a particulièrement motivé à faire la médecine. Et aussi, en plus de ça, il y a aussi le fait que, bon, j'ai quand même ma maman, parfois elle est souffrante et tout. Bon, je suis aussi soucieux de la prendre en charge, de vouloir savoir quel est véritablement le problème dont elle souffre, pour aussi avoir une idée sur comment la prendre en charge. Donc c'est cet ensemble de choses qui ont fait en sorte que, bon, que je puisse avoir quand même, je puisse penser à vouloir faire
la médecine. La médecine, je vois. Donc, Donc, en gros, il y a C'est un parcours. exactement, il y a déjà l'aspect des compétences scolaires. Donc déjà, il a constaté, il avait une certaine affinité envers les matières scientifiques, qui a grandi au fur et à mesure qu'il évolue aussi dans son parcours et que la SVT s'intéressait encore beaucoup plus à l'humain. exactement. Si on isole dater les roches non, paléontologues, où c'est corail, les quoi, Voilà, vraiment. les roches, là, vraiment, Ne perdons même pas les secondes sur ça. Et le feldspathe, oui. Ah, Ça, ça avait le quad qu'on fait le gravier. Oh, ceci, c'est là. Oh, monté, descendu. Parfois, On l'appelle à Pierre Ponce. on dit dater. Après, si tu n'as pas. si tu continues, on peut continuer là. Ok, on continue. Waouh, vraiment. Et toi, Durand, comment ça s'est. Pourquoi avoir choisi la médecine? Je vais d'abord, premièrement, remercier Quentin pour la parole. Merci pour ce plateau. Parce qu'il est vraiment bon que les nouveaux ou les plus jeunes dans la formation, ceux qui viendront après nous, sachent, essayent de comprendre les motivations des uns et des autres. Exactement. Et pour se faire leur idée, pour pouvoir tracer leur propre chemin. Moi, je commencerai par dire que personne, ni rien, ni moi-même ne me pronostiquait une carrière médecine. Au point où je me retrouve sur Facebook, un ami me dit ah, tu fais quoi maintenant? Je dis je suis étudiant en médecine 5e année. Il dit mais tu fais la médecine comment? Et qui font sciences politiques. Et dit que j'ai fait la D, j'ai fait la série scientifique. Bon, on va commencer par un retour à l'école primaire. À l'école primaire, je suis issu d'une famille, j'ai eu la chance quand même d'avoir 2 parents qui ont étudié. Et l'un qui a poussé des études en philosophie et psychologie de l'éducation, non? Psychologie de l'éducation. Donc, je me retrouve déjà à l'école primaire à côtoyer des livres où on a écrit des cartes, ou des livres, des romans et autres, des musulmans, mon voisin et tout. Des œuvres littéraires. Quoi. Exactement. Du coup, on arrive, quand j'arrive en 6e, en classe de 6e, mes notes sont bonnes presque pas. Mais avec une mention spéciale dans les matières littéraires. J'évolue, j'arrive en classe de 4e, il y a eu des perturbations dans le parcours. Mais bon, quand j'arrive en classe de 3e, là où de 4e, parce qu'on commençait l'appareil reproducteur et autres là, les dessins, du zizi, du pénis quoi, et autres. Je constate que j'ai des bonnes notes dans les dessins. J'ai des bonnes notes en SVT, en chimie, et en mathématiques. 0. En 3e, là on donne des feuilles de SVT, tout va bien. Venant de la 4e où j'ai excellé, j'arrive en 3e. Je me retrouve avec 8 de moyenne à la première séquence. Avec une bonne note en SVT. Et comme d'habitude, 0 en mathématiques. Les camarades qui regardent ça, ils sont nombreux. N'hésitez pas à mentionner, n'ayez pas peur. N'ayez pas peur. Après le cours d'histoire géo, je suis le meilleur en histoire géo dans ma salle de classe. Donc, à ce moment, tout le monde commence à se dire bon, celui-là va en brancher une carrière littéraire. On m'a même surnommé l'homme de la paix. Pourquoi on dit quand on parlait des conflits de Première Guerre mondiale, j'étais à fond à l'intérieur. J'étais à fond. Tu vois, le genre d'élève qui lève le doigt, il explique. Il fait les débats avec l'enseignant jusqu'à toute la classe les regarde seulement à deux, comme deux potes qui sont en train de causer. C'est ça. Au moment où je connaissais les vrais noms de Lénine, Staline et tout. En fin d'année, je réussis au BPC, à l'examen du BPC. Il est question maintenant d'orientation. En 3e, je vois tous les gars qui me bloquaient le rang, qui m'ont fait avoir de mauvaises notes là, qui étaient toujours trop bien placés en classe. Tous sont orientés en seconde C, particulièrement en seconde C1. Mais je vois, moi aussi on m'a envoyé en seconde C1. Parce qu'il était question, pour ceux qui ont eu au moins 12 de moyenne, de choisir. non, d'être. On vous orientait directement. Ah, d'accord. Du
Surtout si tu avais quelques notes moyennes en sciences, là, on vous oriente. Première séquence en seconde essai. Et ici, l'occasion de demander à l'âme de mon professeur Papi, on l'appelait, que son nom représenté. Il est déjà distribué. Il donne son épreuve. J'ai 0,25. Il dit, jamais eu ce genre de notes. On n'a pas encore fait la première séquence, c'est encore l'interro. Tu vois, quand on commence, au début d'année, on titille un peu. Je regarde, je dis, mais c'est quelle histoire ça? Je regarde en seconde A, je vois les gars qui sont là-bas, je dis, les gars là, je vais aller. C'est comme ça qu'à la maison, je ne savais pas. Je me retrouve en seconde. Donc j'ai passé toute l'année en seconde 2A. Je n'avais pas de cahier de mathématiques, en sciences, en allemand, en langue et tout. Donc, jusque-là, tout le monde continuait de me pronostiquer une carrière, soit dans le domaine juridique et autres. Surtout que j'avais déjà des stigmates de quelqu'un qui va s'engager en politique. Nous arrivons en classe de première. Je suis orienté, manu militaire ici, je peux appeler ça comme ça par ma mère. Elle m'amène au collège, elle dit c'est la D ou rien. Mon papa a fait la littérature, toi aussi tu veux faire les histoires, les trucs qu'on ne connaît même pas. C'est comme ça que je vais pas en D. Je réussis au probatoire une fois, le baccalauréat une fois, bien qu'ayant des turbulences dans des matières scientifiques, vous savez que quand on rate certaines bases en seconde, c'est exactement. C'est vraiment payé. Évolue et tout. Jusque-là, malgré que je sois un étudiant, un élève en terminale D, même les enseignants de la terminale D m'attendaient en faculté des sciences politiques, en faculté de droit et tout. Mais moi, intérieurement, j'ai toujours été animé d'un esprit quand même d'humanisme, de compassion pour les autres et tout. Donc, pour moi, même si j'allais dans un domaine autant pour moi de la faculté des lettres et autres, je me voyais faire la psychoéducation. Ou comme ça que c'est bien. D'accord. Si ça devient Tu le descends. comme ça là, comme ça c'est mauvais. Il faut Et que ce soit, tu ne branches plus. il faut que ce soit, oui, je le laisse comme ça. Peut-être c'est même ça qui a fait, on ne sait pas. Ok. Tu peux poursuivre. Bon, je disais tantôt que j'arrive à la fac, j'ai mon baccalauréat, j'arrive à l'université. On me pronostique donc d'être étudiant en faculté des lettres, sciences juridiques, en faculté de droit. Mais au fond de moi, étant animé d'un esprit de compassion, d'empathie et ayant des grands-parents constamment malades et autres, je me dis, bon, je peux travailler dans le domaine de la santé, mais pas la médecine. Parce que je me suis toujours dit que la médecine est un domaine très carré. C'est un domaine qui ne facilite pas, qui ne donne pas assez de liberté. J'ai souvent été quelqu'un un libre penseur, une liberté d'expression aussi un peu trop accrue là. Donc, en médecine, c'est un domaine très encadré. C'est un domaine où on ne se lève pas, on donne ses idées comme on veut. Il y a des trucs très encadrés là. Les choses ont déjà été, on peut dire, trouvées quoi. Exact. Donc, Il y a un autre enseignant de neurophysiologie qui disait hier que la médecine est comme une loge. Donc c'est un cercle qui a déjà ses règles, qui a déjà son mode de fonctionnement. Tu ne vas pas venir créer ta loi. Exactement. justement, Quentin, je me retrouve là, je me dis, bon, je dois essayer de trouver un juste milieu. Bon, en ce moment, je suis en même temps au niveau 1 en biochimie à l'université de Tchang. Et les concours au Cameroun déjà ne m'animaient pas. On m'a même proposé de faire le concours de l'école normale, mais bon, ça ne m'intéressait pas. Donc je m'inscris au cours d'allemand. Parce que mon but était d'aller en Allemagne, parce que vu que là-bas, les études sont quasi gratuites, j'entre au cours de langue, je suis là, première année, tout. Je fais les cours d'allemand plusieurs mois. Tous les étudiants du centre de langue où j'étais, ou presque tous, ont eu leur visa pour l'Allemagne, sauf moi. Entre-temps, je n'ai pas fait de concours. On évolue, on finit l'année, on évolue. Et après, il est question de savoir si on continue à la fac ou pas.
On a même fait les cours d'italien, ça n'a pas marché. Il est question de savoir si on continue à la fac ou pas. Il va nous dire encore, il y a même les cours de russe. Et t'es dit, Je prends le vol, quand ça ne marche pas, je mets la pression à la maman. Je lui dis, bon, il y a l'ovanium. C'est comme ça que je connaissais au pays. Attends, l'ovanium c'est quoi? c'est encore quoi? C'est l'ancien nom de l'Uniking. Ah ok. Ah oui, C'est l'ovanium, oui, c'est le vrai. petit levain, c'est l'ancien nom de l'Uniking. Mhm. J'arrive au Congo, L'université de Kinshasa. à l'université de Kinshasa, bien sûr. Kinshasa. J'arrive à l'université de Kinshasa. Je suis, bon, les bâtiments sont là quand même, mais je suis vraiment tombé de mon avion, comme on dit. Le rêve s'est arrêté. Quand je commence à voir, j'ai vu l'état des choses et tout, je me suis dit, waouh, c'est vraiment loin de l'Allemagne. C'est vraiment loin de L'avion fait ça. c'est vraiment loin de l'Allemagne. J'arrive, je fais les cours de langue, les cours de prépa au concours et tout. Grosse déception. Mon premier concours effectué dans toute ma vie. Tu es échoué. J'échoue. J'échoue. Je me dis, à combien de kilomètres de la famille, j'échoue un concours où il y avait un nombre de places presque illimité. Avec des gens qui ont réussi, tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Quelle est la réelle règle pour réussir à ce concours? Bon, je me dis, on est en Afrique. J'ai un contact à Boma, par le biais d'un aîné, le docteur Ludovic. Et l'aîné en question, c'est le docteur Herman. D'accord. J'arrive à Boma et tout. J'avais même pas de sous. Hein. Disons que je remercie aussi l'aîné parce que c'est lui qui m'a inscrit tout avant qu'on a géré après, comme on dit. J'arrive à Boma et tout. Je suis bien un gros choc. Deuxième un gros déception. choc. La deuxième déception. Les bâtiments et autres. Il y a eu crash. Et autre chose, tu visites des aînés qui sont en médecine, personne n'a la blouse. Il n'y a pas de livre de médecine chez quelqu'un. Tu te demandes, attends, au juste, où est-ce que je suis venu? J'ai commencé à faire des séries de dépression, si on peut dire ça comme ça. J'étais dans un état de mal-être, pas possible. Et personne ne connaissait. Parce que je vivais tranquillement avec les gens et tout. Et nous n'étions pas nombreux dans la ville, comme étudiants camerounais, donc on n'avait pas une communauté assez grande. Donc, à un moment donné, tellement je n'allais plus bien, je décide de rentrer au Cameroun. Les gens ne savaient réellement pas la raison et tout. Bon, moi seul savais que ici ça ne donnait plus trop. Je ne me sentais plus dans mon élément. Je n'arrivais pas à me voir faire ce nombre d'années-là en médecine. Dans un coin. Et Ah ouais. peut-être dans le milieu aussi, ça dérangeait. Parce que j'ai eu toujours cette idée qu'un étudiant n'est pas celui qui reste bras ballants. Il ne faut rien. Et on est à tout moment en train de l'engraisser, de le nourrir. Exactement. Et comme vous savez, quand vous arrivez à un certain niveau, les parents jugent que vous êtes une grosse Une charge. charge. Et dans certaines familles, même on vous prend comme une déception. Lorsque vous êtes toujours là à demander et qu'il n'y a pas. Parce que quand il n'y a pas l'argent, c'est ça qui pose problème. C'est ça. Je rentre au Cameroun. J'ai abandonné comme mes études en RDC. On a même organisé une fête de revoir pour moi. Pour moi, donc, je rentre, j'arrive au Cameroun, je rentre au cours de langue. Ça ne marche toujours pas. Je regarde la fac. Je regarde les études en médecine au Congo. Je regarde les aînés qui ont toujours forcé pour aller en Europe et qui finalement ont fait 8 ans après le bac sans rien faire de leur vie. Je me dis, il est temps d'y repenser. D'y repenser. Je n'ai même pas pris le temps de préparer parce que déjà, l'autre partie que j'ai oublié de vous dire ou de dire ici, c'est que je n'avais même pas préparé mon voyage. J'avais eu à faire un passeport express comme on le disait avant, le visa. Et le lendemain, j'avais voyagé, laissant même certaines de mes choses à l'université dans ma chambre. Donc, le même scénario se reproduit quand j'arrive là. Je reviens au Congo sans réelle préparation. Je vois. Mais une fois que j'arrive au Congo, je comprends que peut-être ma place est là. Donc, il y a un niveau là où vous ne pouvez plus rien faire. Vous devez vraiment vous conformer à certaines choses. Mais une année, 2 années, 3 années, le problème recommence. J'étais dans un état pas possible. J'ai essayé plusieurs fois, là je le dis, je l'avoue, d'abandonner mes études en 3e année et en 4e année. Plusieurs fois. À l'instant T, mes documents ne sont même pas au Congo. Donc,
J'ai essayé, et puis quand ça n'a pas... Ça a été même en route, en voie de fonctionnement. Ce sont les parents qui me disent, la maman en particulier, monsieur, tout comme je t'avais fait quitter la A pour que tu continues en D là, je t'attends avec le diplôme de médecine. Qui sont ces autres qui ont les médecins chez eux? Et nous alors? Et nous alors, on n'aura pas le On n'aura médecin pas chez de nous. médecin. Donc, c'est comme ça que je me retrouve là et aujourd'hui, me voici, je suis en 6e année de médecine. Exactement. Je pense que l'heure n'est pas au regret. Je ne regrette pas. Je pense que avec l'expérience et les recherches menées sur les opportunités post-diplôme, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire avec le diplôme en médecine. Exactement. D'accord, c'est un peu ça. Je vois. Voilà, merci pour cette histoire qui valait justement la peine parce qu'on s'adresse justement aux étudiants ou alors aux futurs étudiants parce que le bac vient même de sortir, c'est l'actualité du moment et mon histoire est aussi un peu similaire à la vôtre. Désolé de Oui, t'interrompre, oui. le bac vient de sortir comme ça, on a plus de 60% de réussite. En fait, C'est on va revenir sur... Bon, comme je voulais justement dire, je ne vais pas trop parler des classes secondaires et tout ça, parce que ça se ressemble un peu. Il y a toujours eu des challenges qu'on a eu durant le cursus. Et puis moi, en quittant du premier cycle pour le deuxième, en dehors des résultats scolaires, un peu comme c'était votre cas, il y avait aussi le test psychotechnique qu'on faisait dans les conseillers d'orientation organisaient ce qu'ils appelaient le test psychotechnique. Exactement. Pour essayer de juger les capacités de réflexion. Donc, comment la personne raisonne. Oui, c'était tout un livre, peut-être même de 100 pages, avec des exercices, des proverbes et leur signification, des jeux de dés, des trucs comme ça, pour voir comment la personne raisonne. Oui. Et grâce à mes compétences, donc à mon raisonnement au test psychotechnique et à mes compétences scolaires, on m'a donné la liberté de choisir, oui, si je préfère la A ou la. Mais lui-même, Monsieur Bouba, qui était le conseiller d'orientation et le chef du département à cette époque là-bas au lycée de Mendon, à Yaoundé, il m'a quand même dit que c'est vrai que tu dois choisir, mais moi, je veux que tu ailles en A. Parce que comme tu parlais par exemple de ton parcours, moi aussi, vraiment, en terminale, j'ai carrément fait le troc. Donc, avec mes amis, comme on fréquentait avec la C, que ce soit en première ou en terminale, on avait fait un troc de compétences. Que comme ils ne connaissaient rien sur les matières littéraires, je leur donnais tout. L'anglais, tout ça, tout ça, tout ça. Et eux, ils me donnaient les compétences en matière scientifique. Et sinon, exactement. Sinon, en SVT aussi, je m'en sortais bien. Maintenant, par rapport à la question, comme j'ai dit, je ne devais pas traîner sur toute la chronologie. C'est d'ailleurs retrouvable sur mes différents livres. À la base, en parlant même de livres, à la base, je me voyais musicien. Donc, à la base, à la base, je me disais que je n'allais même pas arriver à obtenir mon bac. Donc, vu l'ampleur que ma carrière musicale prenait au fur et à mesure que j'évoluais de classe, je me disais que peut-être à un moment donné là, il faudra seulement même que je me lève d'ici. Je commence à partir fièrement ou fidèlement à mes interviews, on m'invitait, mes prestations, on m'invitait, ainsi de suite, ainsi de suite. Je ne savais même pas que je devais vraiment arriver jusqu'au bac. Sinon, j'ai eu une mère comme la mère de Durand qui m'a aussi dit que, monsieur, donc, qu'est-ce qui se passe? Je preste au Palais polyvalent des sports de Yaoundé et c'était la période où les résultats du bac de probatoire devaient sortir. Et j'ai passé mon titre destiné à briller. Quand je finis ma prestation, je me souviens très bien de ce que j'ai dit au public. Oh, vous êtes destiné à briller, les futurs probacheliers. Oh, quoi. Quand il dit ça, tout le monde a crié. Moi sûr que je devais avoir mon probatoire. Quand je finis la prestation, il y a mon producteur à l'époque qui s'appelle Peggy Pago, le promoteur de l'émission de Best Sub International, qui m'accompagne vers Dex Willy, qui à cette période était le manager de Tenor. Il fait passer ma prestation et Dex Willy, le grand Dex Willy dit que, bon, après le concert et tout ça, on va encore se revoir, mais il faut me montrer les vidéos. Donc je pense que c'est peut-être pour voir la prestance, la qualité du son et tout ça. Je commence à me dire que, hey, peut-être War Machine veut me recruter. Peut-être. c'est ton tour. Exactement. J'annonce ça à la famille parce que mes plus grandes victoires, les victoires que je pense que, même s'ils n'aiment pas trop le fait que je fasse la musique, ils peuvent aimer, je leur dis quand même ça. Et bon, ils ne sont pas si fiers, mais ils ne sont pas aussi malheureux. Voilà. Exactement. Et juste après ça, les résultats du probatoire sortent.
J'envoie mon matricule, refusé. Je me couche d'abord à la maison, je respire. Pendant ma respiration, bon, on essaye, certains membres de la famille essaient de me consoler et certains me tirent sur moi. Et quand l'école commence, lundi, je suis en classe à Yaoundé. Mardi, je suis en classe à Yaoundé. Mercredi aussi. Mercredi soir, je reçois un voice de ma mère. C'était, je crois, 1 minute 43 où elle dit que je suis ta mère. Et tant que je vis, tu vas me respecter et respecter ce que je dis. Ce soir même, tu prends tes affaires, tu rentres au village. Tu rentres au village. Et ne dis même pas, ne commence même pas à sortir les motifs qu'il n'y a pas eu l'argent de transport. J'ai déjà fait le dépôt. La fin du rêve. Ma soeur entre directement avec l'espèce. Elle me donne. J'arrange moi mes affaires. J'arrive à l'ouest. J'arrive dans ma chambre. Ma mère, il faut savoir qu'avant de se lancer dans le commerce, elle était couturière. Elle a cousu ma tenue. Ma tenue est cousue à la maison. Et elle a une copine qui a une librairie. Donc, elle est partie à l'école prendre la fiche de... Oui. Non, le truc, le programme les fournitures. Oui, partie directement de la librairie jusqu'à même le livre 2PS. J'avais même le livre... Donc, elle n'a même pas dit que non, ne prenez pas ceci. Non. Elle a donné seulement que... Donner. Quand on arrive à la maison, elle me dit que ton travail ici, c'est partir à l'école et laver ta tenue quand c'est sale, laver tes habits quand c'est sale. Même le sol là ne balait pas. Pour justement que je me concentre à mes études. C'est donc à partir de là que dans la musique et moi, on s'est séparés momentanément. Et il y a aussi une grosse solitude. Parce que je suis quitté justement Yaoundé, la capitale, gars. Je suis allé à Bamougoum. Et ce n'était pas facile et ça m'a permis d'écrire les différents livres. Exactement. Maintenant, par rapport à la médecine, ce qui me motive à faire la médecine, c'est les habitudes qu'au sein de ma famille, nous avons eues. J'ai eu la chance de... Bon, je vais pas forcément dire la chance parce qu'il y a ceux qui ne sont pas nés dans ce type de famille et qui ont toujours été chanceux. Je suis né dans une famille d'un père fonctionnaire et d'une mère ancienne styliste qui, bon, après une fracture, a laissé le styliste pour le commerce. Voilà, puisque les machines à coudre et tout ça, ça demande un certain effort des membres supérieurs. Alors, on a eu pour habitude de nous affecter de part et d'autre du Cameroun et tout ça. Du coup, j'ai un peu appris de la culture des autres, même de la langue des autres avant d'apprendre ma propre langue. Et durant tout mon cursus, donc je vais dire tout mon parcours, ma famille je n'ai jamais entendu, je ne me suis jamais assis au salon, j'ai entendu comment ma famille a peut-être dit que ne donnez pas ça parce que ce sont les ceci ou c'est... Non, ils ont toujours pris chacun comme nos frères, nos sœurs. Il y a même nos gars depuis le nord d'ethnie voisine, mais qui portent les noms aujourd'hui de chaque membre de nos familles. Donc c'est du genre pour les bienfaits que notre famille lui a fait. À chaque fois qu'il y a un enfant, il donne un homonyme. Donc pour dire que cet humanisme-là, moi aussi je me suis dit qu'il fallait que je cherche comment manifester cela. Et arrivé en grandissant, en devenant notamment oncle de plusieurs neveux, de plusieurs nièces, ils ont eu pour habitude d'être suivis par un médecin, le docteur Ngara, le fameux docteur Ngara, et le feu docteur Ngara, que son âme repose en paix pendant qu'on en parle. C'est un pédiatre. En fait, il faut même que je dise, j'ai voulu être pédiatre en fait. Je n'ai pas voulu être médecin, j'ai voulu être pédiatre. Donc ça vient un peu des périodes où je ne savais même pas qu'il fallait finir d'abord la médecine générale avant de se spécialiser. Vous, étudiants en médecine, je suis sûr que je dis étudiants en médecine, futurs étudiants en médecine, il y a ceux qui ne savent même pas encore ça. Il y a même ceux qui ne savent pas qu'il faut présenter un concours. Donc, commencez déjà à vous cultiver. Donc, j'étais amoureux de sa méthodologie dans ses consultations. Ses consultations étaient comme un cours. Donc, lui peut faire 1h30 de consultation. Et pendant les 1h30, il fait d'abord les 30 minutes où il fait les IPPA. Et juste après ça, sur le reste, il éduque la famille. Puisque l'enfant, tu ne vas pas causer avec l'enfant. Tu ne vas pas dire au bébé qui ne parle pas encore que fais comme ça, fais comme ça. Donc, il éduque la famille d'une façon, lorsque tu sors à la maison, tu as déjà, certains réflexes qui peuvent permettre de sauver l'enfant si une crise voulait s'installer ou alors de répondre aux différentes pathologies qu'il peut présenter, les différents signes qu'il peut présenter, qui peuvent mener à une maladie. Donc, après ça, et aussi mes affinités pour la SVT,
précisément pas les matières scientifiques, la SVT. La SVT. Donc, je me suis dit Vous que... aviez l'affinité beaucoup plus Autant- pour la science. Exactement. On dit qu'il fallait avoir 2 sur 3 dans les matières scientifiques pour réussir l'examen. Voilà. Donc, je me suis dit que... je me suis dit que je vais me lancer en médecine. Et c'est après mon bac que j'apprends justement que pour faire la médecine, il faut faire un concours. Mais jusque-là, je me dis que non, peut-être le concours est orienté à certaines écoles, mais sinon, il y a des écoles où tu peux juste aller t'inscrire. Donc, même après avoir fait le concours jusqu'à échouer, j'écrivais quand même à mes promotionnaires. Comme j'avais raté le probatoire, donc mes amis faisaient forcément première année. J'écrivais à mes amis, je suis dans une école privée. Je dis, est-ce qu'il y a médecine là-bas? L'autre me dit que non, je fais radiologie. Je cherche l'autre. Est-ce qu'il y a médecine là-bas? Non, je fais dentisterie. Donc, selon moi, c'est que je pouvais trouver une école privée où je peux faire médecine comme je n'ai pas eu le concours. Des illusions. Donc, c'est un peu ça, mais j'ai aussi eu la chance que pendant le secondaire, la famille pensait aussi déjà à plusieurs options. Et la RDC a été l'une des options. Et j'ai été encadré par un aîné, le docteur, aujourd'hui le docteur Davy, qui m'a justement orienté ici. En toute transparence, avant le docteur Davy, il y avait d'abord le docteur D. Brandon. Lui, il m'a même fait des cours de répétition quand j'étais encore à l'Ouest, avant de venir ici. Et c'est grâce à lui d'abord qu'on prend la RDC comme pays cible. Et puis c'est grâce à docteur Davy et docteur Aloïs du côté de Kisantu qu'on entame vraiment les démarches pour arriver vraiment ici. Et grâce à leur transparence, comme je disais, quand je suis arrivé ici, vraiment, je m'attendais à ça et j'ai retrouvé ça. Je me souviens de mes aînés m'accompagnant à l'auditoire de l'époque, parce qu'il faut savoir que ce qu'on est en train de dire là, c'est la saison 1. Quand il arrive, il me dit que voici l'auditoire, il se tourne, il me regarde, comme je dépasse en taille, il me regarde. Je dis oui, j'ai vu. Il dit voilà ton auditoire. Je dis oui, j'ai vu. Il dit mais tu n'es pas surpris. Je dis que non, je savais que c'était ça. Je savais que c'était ça, mais aujourd'hui, comme l'enseignant de neurophysiologie disait hier, qu'avant qu'il venait enseigner ici, il n'aimait pas voir les caméras allumées, mais maintenant il veut même qu'on le filme. Si possible, on le filme, on lui donne la photo, il va dire qu'il est venu enseigner à l'université l'université d'État président Joseph Kasavubu. Maintenant, c'est la porte d'entrée dans le sujet, parce qu'il fallait bien connaître les différents, pour savoir d'où on vient, pour savoir où on part. Ce que je vais vous poser comme question, c'est, serez-vous des personnes qui encourageraient un individu, un nouveau bachelier ou une personne qui est d'une autre faculté à faire la médecine? Je bois d'abord un peu d'eau parce que ce que j'ai posé là. Je pense qu'il faut que tous on boive de l'eau. Qu'on boive de l'eau tant pour moi. Bon, on va d'abord vraiment boire de l'eau. Peut-être je vais même finir ma bouteille parce que... La question là. Pause publicitaire et puis on revient sur la question. Vital Achat. Bienvenue dans notre groupe d'exposition de nos produits dédiés à la vente. Nos services. Vente de matériel médical et d'accessoires électroniques, tablettes, casques, etc. Tu souhaites acheter un outil de ton choix qui n'est pas présent dans notre rayon? Tu nous renseignes et on le fait pour toi. Alors, je demandais ceci. Encourageriez-vous vos petits frères à faire la médecine? Quand je dis petits frères, c'est pas seulement sur le sens... les petits frères, ceux qui n'ont pas encore commencé, quoi. Pas seulement biologique. Exactement. Les aspirants. Exactement. Je dirais... bon, si tu veux faire la médecine, si tu n'es pas prêt à supporter toute la charge qui va être dans la médecine demande, vraiment, je te conseille d'abandonner. Donc, si c'est que tu es aspirant à faire la médecine, si tu penses que la médecine, ça sera juste du genre, ça sera une balade où tu vas venir te promener, ça sera comme un jardin dans lequel tu vas venir passer le fait te promener. Mon cher, ma soeur, mon frère, Tika. mon frère, laisse, abandonne, il dit que abandonne la médecine. Ça ne donne pas. On rit comme ça. Peut-être il faut qu'on vous montre un peu un esquisse de ce qu'est vraiment la médecine, de la charge dont ça demande. Parlons un peu là, le livre là. Ouais. Il faut que... Le plus petit livre, le plus petit nombre de pages. Ouais.
Bon, je vous présente. Ça, c'est. Le C'est document le- de maman mariée. Oui, ça, c'est le marié. Ali en première année. Vraiment. Oui. Ça, C'est vraiment pour la première année. Pour la première Ça, année. c'est seulement pour la première année. Attends, montre C'est l'épaisseur, 1000. l'épaisseur. Il faut bien regarder, c'est 5 kilos. 5 kilos. C'est 5 kilos. Si un bandit vient chez toi le soir, toi étudiant, tu n'as pas d'arme Tu peux blanche. laisser apparaître ça, il C'est meurt. une arme blanche. C'est Voilà. une arme blanche. C'est une arme blanche. C'est dans les 1000 pages. C'est 1000 pages. Oui, Mais c'est même plus de 1000 pages. c'est plus de 1000 pages. C'est plus de 1000 pages. Actuellement, il y a la 12e édition. Donc, c'est même plus de 1000 pages. Fini de lire, on te dit que le savoir n'est pas actualisé. Bien évidemment. Il faut lire la nouvelle édition. Donc, si c'est C'est ceux que qui tu. finissent de lire en tout cas. Ça, c'est clair. Et tu ne peux même pas finir de lire tout ça. Donc, si c'est que tu aspires à faire la médecine et que tu te dis que c'est un domaine ou alors une discipline où tu vas venir t'amuser, tu vas venir te promener et tout, je te conseille de faire une autre faculté parce qu'ici, ça ne donne pas le lait. Toi-même, tu as vu le document juste pour la première année. Ça, c'est seulement pour la première année et ce n'est qu'un livre parmi tant d'autres parce qu'il y en a plusieurs qu'il faudrait avoir même en première année. Donc, mon frère qui veut faire la médecine, ceux qui viennent d'avoir le bac là, je vois vous jubiler. C'est bien. Bon, tu vois, vas-y d'abord, après, on va donner les raisons. Oui, pour le moment, on est en train d'interpeller. Mais après, on va donner des raisons normalement. Donc, ne vous sentez pas choqué. Restez jusqu'au bout, vous allez comprendre. Une fois de plus, merci. Sur ce sujet, je vais me baser sur mes expériences personnelles et puis les expériences des multiples aînés que j'ai eu à côtoyer, que j'ai eu le plaisir de côtoyer. Je ne saurais demander aux gens qui veulent faire la médecine de ne pas s'engager. Je ne peux pas. Ils peuvent s'engager. Ils peuvent très bien s'engager. Maintenant, il faut essayer de distinguer. Chacun, quand on entre quelque part, c'est avec des objectifs. La première question à leur poser, pourquoi tu veux faire la médecine? Tu veux devenir un médecin? Tu veux devenir un bon médecin? Qu'est-ce que tu veux? Parce que si tu veux être un médecin, parce que tu as besoin de ce diplôme pour faire le commerce ou bien pour pouvoir ouvrir des portes, parce que c'est aussi un titre d'honneur. C'est un titre, c'est prestigieux. C'est prestigieux, même si ça ne rapporte pas grand-chose sur le plan financier et autres. Donc, et je dirais à certains qui entrent ici en médecine avec des ambitions d'argent et autres, de ne pas venir faire la médecine. Il serait mieux pour vous, si vous avez ces qualités, de trouver des domaines connexes ou bien des domaines qui prennent moins de temps ou des domaines qui peuvent rapporter un peu plus d'argent. De vous engager là-bas. Ce serait nettement mieux. Exactement. Quand vous entrez en médecine et que vous voulez être un bon médecin, il faut avoir les qualités d'un demi-dieu, si on peut le dire comme ça. On dit qu'il faut se rapprocher de la perfection, mais en réalité, il faut être parfait. En fait. C'est en fait ça. À un moment donné, il apparaît difficile de devenir un très grand médecin, parfois, parce que généralement, en Afrique, généralement, on n'a pas toutes les conditions ne sont pas réunies pour étudier la médecine. Donc, il faut bien réfléchir avant de s'engager. Et ces réflexions-là, principalement, doivent être basées sur les finances de la famille. Il faut prendre ça en compte. Certains vont nous dire que, bon, Dieu existe, je crois en Dieu. Mais certains nous diront que, non, c'est Dieu qui nourrit les oiseaux du ciel. Attention. Attention. Nous sommes sur terre. Attention. Mais attention, il faudrait que la famille, pour moi, se rassure de pouvoir prendre en charge au moins les 3 premières années. Donc, la famille ait cette capacité financière déjà à l'avance, de prendre en charge les 3 prochaines années ou les 3 premières années. Pendant ce temps, la famille va réfléchir comment faire pour la suite. Parce que laissez-moi vous dire, un étudiant en médecine qui veut aller loin doit être équipé. Un étudiant en médecine qui veut vraiment ne doit pas être un affamé. Ce livre, c'est un coût. C'est mal le livre. Et ce n'est même pas 5% de l'équipement. Et c'est aussi l'occasion de passer un message à la famille, aux différentes familles des étudiants en médecine, des aspirants et autres.
quand vous envoyez l'enfant en médecine, avec déjà la charge morale qu'il a et autres, un étudiant en médecine doit avoir pour seule fonction, pour seul boulot, de lire. De lire. De lire et de lire et d'étudier. C'est vrai que nous-mêmes, on ne le fait pas à tout moment. On va qu'à d'autres occupations, mais sous d'autres cieux, c'est pas logique. C'est pas logique. On doit lire et lire. Donc, il faudrait que tout soit à la disposition, même comme on ne peut pas tout avoir. Exactement. Donc, le strict minimum doit être à la disposition. Et aussi, je ne comprends parfois pas. Je suis un peu, si je vais dire, partisan des idées traditionnelles en médecine qui voudraient que ce soit des choses qui se transmettent de père, du papa, de père en fils, quoi. Parce que ça évite beaucoup de problèmes. On ne va pas en médecine comme un aventurier à la base. Je fais partie de ceux justement qui sont entrés en médecine comme des aventuriers. Ça veut dire, on n'a pas souvent côtoyé un médecin dans la famille. On ne connaît pas d'où la vocation ou d'où l'inspiration vient. On n'a pas côtoyé de médecins dans la famille. On n'a souvent pas été proche des médecins, parfois même pas des infirmiers. Or, parfois il y a des choses qui doivent pousser à ce qui est éclosion de la vocation, à ce qui est vraiment des stigmates qui doivent vous pousser à vouloir faire la médecine et autres. Vous verrez que, sauf ceux qui sont des paresseux et autres, les gens qui ont des étudiants qui ont des parents ou des proches médecins ou dans le domaine de la santé ont beaucoup moins ce souci-là de pression morale ou bien de tout que nous autres. Parce qu'il est censé être préparé, ils sont préparés. Ils ont déjà côtoyé le milieu, ils savent. Ils viennent en étant préparés, comme je dis. Ils savent à quoi s'attendre. Donc, c'est un peu cela. Engagez-vous si vous détenez des qualités, si vous pensez que c'est votre voie. Mais aussi, sachez dire non aux parents quand vous savez pertinemment que vous ne pouvez pas supporter. Que vous ne pouvez pas supporter. Sachez-le dire. Il faut dire non aux parents. Parce que pour beaucoup, sont en médecine parce que les parents ont forcé. À ce moment, vous vous dites que le meilleur employeur, c'est vos parents. Donc, le meilleur travail, c'est d'être étudiant. Donc, c'est un peu ça. Et autres. Donc, en fait, c'est pour dire que pour faire des études en médecine, c'est la famille. C'est tout. Donc, un étudiant en médecine, c'est en fait toute une famille impliquée. Quand tu choisis la médecine, tu dois accepter cette pression-là que la société te met. On attend de toi, comme je parlais, un demi-dieu. On attend de toi un individu sans faute, sans erreur. Tu ne travailles pas sur des machines ou bien sur des histoires, mais c'est sur des êtres humains. Exactement. Comment vous pouvez choisir de manipuler le corps de quelqu'un et refuser qu'en cas d'erreur, la famille ne puisse vous attaquer? Donc, comme je disais, donc, la médecine, lorsque un étudiant décide de faire la médecine, en fait, c'est sa famille et lui qui décide de faire la médecine. Parce que c'est un jeu d'équipe infernal dans lequel l'entité financière doit être prête. En principe, c'est même pas après l'obtention du bac qu'on prépare l'après-bac d'une personne. Ça, c'est de manière générale. Et par rapport aux études en médecine, la première chose même que les maîtres nous disent ici, c'est que la médecine n'est pas faite pour les pauvres. Même Claudel Noubissi sur les réseaux le dit tout le temps. Donc, pour ceux qui regardent beaucoup ces vidéos, vous allez constater qu'il le dit. Et parce que toi-même, déjà, d'apparence, tu dois ressembler à quelqu'un. Donc, la médecine est l'une des rares facultés où, rien que pour ton vestimentaire, on peut te chasser. On peut te chasser même d'un stage académique. On peut même, en tout cas, on peut te mettre, je vais dire, te donner des sanctions, quoi. Des sanctions très exigeantes, très... je veux dire pertinente. Alors, je voulais donc dire, il y a déjà l'entité financière. Maintenant, il y a l'entité personnelle. Est-ce que toi-même, tu es prêt à supporter la charge émotionnelle déjà que ça fait en tant qu'étudiant en médecine, en tant qu'étudiant en médecine expatrié, en tant qu'étudiant en médecine expatrié qui a peut-être une famille qui n'a pas bien cerné les réalités du milieu. Quand on est par exemple dans une famille de personnes qui n'ont même pas d'expérience sur ce que constituent les études en médecine, où on va te dire que pour la physiologie, il y a même 30 livres pour une matière. Tu vas expliquer comment à ta famille que pour une matière, il faut que tu
puisse avoir 7 documents. Donc, ils vont comprendre ça comment. Quand tu as déjà dépassé la puberté, donc genre, tu ressembles à quelqu'un qui peut chercher les filles. Tu écris à ta famille pour dire que il faut que j'achète 7 livres pour une matière. On va comprendre ça. On va dire que tu es un nouveau étudiant. Alors que ceux qui te demandent si tu es un nouveau étudiant là, ils ont fait, en tout cas, des domaines qui n'ont pas peut-être ce même niveau d'exigence, qui sont aussi importants, bien entendu, mais qui n'ont pas le même niveau d'exigence que la faculté de médecine. Il suffit que je raisonne mal. Je vais décider un truc qui va mettre un patient en danger. Il suffit d'un petit mauvais raisonnement. Et c'est l'humain qui est mis en danger. Ce n'est pas le bois. Ce n'est pas le plastique. Tu raisonnes mal, c'est la vie d'un être humain qui est mise en danger. Et ça nécessite justement un certain niveau d'engagement personnel et d'engagement collectif sur le point de vue familial. Et Jordan, toi, qu'est-ce que tu penses par rapport à ça? Je vais continuer parce que, comme je disais tantôt, les études en médecine, faire la médecine, c'est d'abord accepter de recevoir sur lui une pression. Parce que nous tous étudiants en médecine, nous sommes soumis à des pressions. Que ce soit d'abord la pression du cours, que ce soit la pression des maîtres sur toi, que ce soit même la pression même que tu reçois à l'hôpital, parce que on ne va pas se mentir. Tu vas arriver dans une structure hospitalière et un maître va te poser peut-être une question. Certainement une question que lui-même, peut-être, il n'a pas une réponse fondée par rapport à ça. Et lorsque tu donnes une réponse à laquelle il ne s'attendait pas, il te crie dessus, il te gronde, il te persécute. Il te dit que c'est faux. Et tu dois accepter que c'est faux ce que tu as dit et comprendre que le maître, c'est le maître et toi, tu es élève. J'ai même envie de dire que cette partie est même un peu légère. Imagine quand tu abandonnes seul à l'hôpital comme c'est quelqu'un. J'ai même eu à côtoyer certains aînés qui te font comprendre qu'en stage, lorsque tu fais une erreur, lorsque le maître fait une erreur et qu'on dit que c'est toi, tu n'as pas le droit de refuser. Il dit que c'est toi qui as fait et tu acceptes comme tel. Exactement. Donc vous voyez déjà la pression qu'on reçoit déjà dans cette pratique médicale. Donc, ce qui fait que faire les études en médecine demande déjà un énorme... Donc tu dois déjà régler ton cerveau, à prêter ton cerveau de telle sorte qu'il puisse déjà recevoir ce genre de balles. Parce que, à vrai dire, ce sont des balles et des vraies balles quand ils se sortent. Et j'aimerais aussi interpeller la famille, comme ils ont eu à le dire. Lorsque vous envoyez vos enfants venir faire la médecine, ou alors aller faire n'importe quoi, je vais plus m'attarder sur le contexte médical. La médecine demande d'abord un énorme coût financier. Vous-même, vous avez vu les différents... Le livre qu'on venait de présenter, ce n'est pas le seul livre en médecine qui est nécessaire. Un étudiant en médecine, ce n'est pas seulement du genre, il va se lever le matin, partir en cours, un peu comme à la fac. Tu achètes peut-être le TP de 100 francs, les polycopiés de 100 francs. En médecine, ce n'est pas ça. La médecine, ce sont les livres. La médecine, c'est une machine. Et un étudiant en médecine sans machine, ce n'est pas un vrai étudiant en médecine. Quand tu achètes même d'abord ton polycopier là, et que tu finis de lire, tu as seulement une idée du coup. Tu as une idée du coup. Et maintenant, si on te donne un exposé, bibliographie, tu vas dire que tu as lu. Tu vas dire que tu as lu. Le polycopier que... Justement. Un étudiant, et il faut la machine. Pourquoi il faut la machine? Parce que déjà, tu ne peux pas avoir tous les livres en médecine. Sans vous mentir, il y a une panoplie de livres en médecine qu'il faudra avoir. Et tu ne peux pas tout avoir. Tu ne peux qu'avoir peut-être le minimum, peut-être même 2 ou 3 en fonction de tes moyens, en fonction de ce que tu disposes comme moyen. Maintenant, ce qui peut te permettre d'avoir quand même un grand nombre de livres, de telle sorte que quand on te pose une question que monsieur, tu as lu dans tel document, que tu ne dises pas que j'ai lu dans le polycopier, que peut-être le docteur tel a fait. Non, ça, en médecine, c'est pas ça.
Tu as lu où? J'ai lu dans le livre tel. Ok. J'ai lu dans l'article du professeur tel. Ok. C'est ça en médecine. D'où l'importance d'avoir une machine. Donc, chers parents, apprêtez-vous déjà financièrement parce que les études en médecine, ça ne blague pas. Ça ne donne pas le lait. Ça ne donne pas le lait. Et surtout, les parents qui décident d'envoyer les enfants à l'étranger, comme mes copanélistes ont eu à le dire, il faut vous préparer. Préparez-vous déjà parce que l'enfant a besoin, non seulement, il doit se nourrir. Bien sûr. Il doit se nourrir, il y a son transport, il y a plein de choses qu'il faudra avoir. C'est vrai. D'où l'utilité de bien faire un budget. Que bon, ok, comme je m'engage, donc quand vous prenez cet engagement-là d'envoyer un enfant déjà à l'étranger, soyez-en sûr qu'il faut vraiment investir sur cet enfant. Soyez déjà. Sans te couper, je veux directement dire que il faut savoir aussi que les pays africains, généralement, ont un peu une certaine complexité sur la notion du travail pour étudiants. Donc, sachez aussi que vous envoyez des chômeurs. Justement. Parce que être même d'abord étudiant, c'est être chômeur. On travaille vraiment dans des conditions, je veux dire, particulières. Donc, c'est dans des conditions d'extrême nécessité que non, peut-être la famille vraiment est désemparée, que l'étudiant peut se donner du travail pour, je veux dire, pour assurer ses heures libres et revenir aux études. Petit, notez bien, je fais partie de ceux qui pensent qu'un étudiant peut avoir un projet en cours en dehors de ses études. Mais là, quand je dis que l'étudiant de base ne devrait même pas travailler, c'est pour dire que normalement, le centre fondamental sur lequel l'étudiant doit focaliser son attention, ce sont les études. Donc, il faut savoir quand même en première intention que vous amenez quelqu'un qui, normalement, n'a pas de boulot, n'a pas de travail. Il part là-bas, il s'inscrit. Là, les seuls endroits où il est engagé, il n'en aura même pas. Les seuls endroits où il est engagé, c'est à l'école et à la direction générale de migration de l'endroit où il est, pour assurer que oui, son séjour est légal et ses études se passent bien. Donc, il faut savoir que vous amenez quelqu'un qui n'a rien dans les poches. Parce qu'on croit souvent que non, comme l'enfant a voyagé, comme il a pris 2 avions, c'est parti d'un pays d'escale, c'est venu dans l'autre pays. On croit que c'est ça qui le rend riche. Comment on sait que non, on l'a déposé dans un aéroport, c'est comme s'il est parti là-bas avoir l'argent. C'est souvent la perception que nos chères familles ont. Il faut désinstaller ça vraiment. Il y a même un truc là, le job étudiant. S'il vous plaît, chers parents, nous sommes ici en RDC, nous sommes en RDC. Certainement, il y a d'autres étudiants camerounais ou alors d'autres nationalités qui sont dans d'autres pays étrangers africains. Particulièrement ici, il n'y a pas de job étudiant. Donc, les choses que vous voyez chez les Blancs où tu envoies l'enfant, tu dis que mon fils, débrouille, tu vas aller là-bas te débrouiller et ça va nous aider à compléter l'argent qu'on va t'envoyer pour payer la pension. Ça n'existe pas. Ici, ça n'existe pas. Exactement. Donc, lorsque vous prenez l'engagement d'envoyer un enfant déjà dans un pays étranger africain, soyez déjà rassurés que c'est vous qui êtes responsable de tous les finances. C'est vous qui sponsorisez son... Ici, est de rappeler aussi quelque chose par rapport à l'aspirant étudiant en médecine. Exactement. On aura beau dire que la famille a fait ci, la famille a fait ça. Mais vous devez vous attendre à tout quand vous décidez de vous engager. Parce que il est beau, c'est bien vrai, l'engagement, il y a le souhait de la famille, il y a tout, la famille finance parfois et tout. Mais c'est aussi un engagement de vie personnel. Parce que quand vous serez déjà en 5e année de médecine, vous verrez des étudiants avec qui vous avez eu vos promotionnels, avec qui vous avez eu le baccalauréat. Ils sont déjà des ingénieurs de travaux. Certains sont dans de grosses boîtes et tout. Et ils vont vous miroiter. Dans de grosses caisses. Exactement. Il faut avoir le cœur solide. Il faut avoir les pieds sur terre, comme on dit, pour pouvoir supporter cela. Donc, c'est un peu ça. Exact. Et il faut aussi savoir que vous ne serez pas, je vais dire, médecin, entre guillemets, seulement dans les 7 ans, ou les 8 ans, ou les 9 ans, ou les 10 ans de vos études. Vous serez médecin pour toute la vie. Donc, dès que tu as ton titre de médecin, là, c'est pour toute la vie. Donc, c'est pas que je vais
comme la médecine me plaît, je vais faire la médecine avant de vivre maintenant. Non, quand tu vas faire la médecine, là, c'est ton titre. C'est ça que tu vas justement porter. Donc, on a essayé de dire comment la famille devrait préparer votre venue. Je vais dire votre venue dans la sphère médicale. Maintenant, vous-même, supposez qu'on n'a pas instruit vos familles ou supposez qu'on instruit vos familles et qu'elles ne comprennent toujours pas. Maintenant, vous devez donc prévoir que tout ce qu'on a dit comme conseil positif, le négatif peut arriver. Donc, il peut arriver que vous arriviez dès la première année, 3 mois après la première année, on commence à rater les dates où on devait vous envoyer votre loyer. Donc, il faut savoir que... Donc là, on n'est même pas encore sur la pression. Voilà. On commence, oui. Tu dis bonjour à ta mère, c'est déconnecte. Les messages ne partent plus. Elle écrit dans le groupe. Quand tu viens inbox, elle ne répond plus. Donc, on n'est pas encore sur le volet académique. Donc, maintenant, d'abord sur le volet social. Il faut savoir que à l'université, vous rencontrez des personnes avec des mentalités étroitement opposées, étroitement différentes. Tu peux être là, ton objectif c'est d'être le super-héros, de sauver des vies et tout. À côté de toi, il y a juste quelqu'un qui a besoin de ses diplômes pour être peut-être ministre et tout et tout. Donc, il faut faire très attention. Il faut savoir choisir le meilleur entourage. Être dans des entourages qui te stimulent à étudier davantage et notamment exceller à l'école. C'est un aspect très important. Autre chose, il faut savoir que vous n'aurez pas toujours le financement venant de la famille et il faut penser à faire des activités qui pourront, corroborer avec votre parcours médical. Tu ne peux pas être étudiant en médecine et ton travail, c'est de faire les transports ou de faire des trucs qui vont t'éloigner des études. Et là, c'est un sujet encore très long qui mérite même toute une séance pour ça. Quelle est la notice de l'étudiant idéal qui s'apprête à embrasser les études en médecine? Je vais commencer par la qualité académique parce que ça vous concerne personnellement. Donc, ça touche votre personnalité, votre côté intrinsèque avant d'aborder le côté social qui est justement un côté extrinsèque de vous-même. Les études en médecine, comme on a eu à le dire, sont... les étudiants en médecine sont soumis à d'énormes pressions. Les études en médecine demandent une certaine discipline. Il faut être discipliné lorsque vous voulez embrasser le volet médical. Parce que apprendre une notion demande du temps. Ça demande du temps et tu ne peux pas vouloir comprendre un cours peut-être de microbiologie en un jour. C'est impossible. C'est au moins peut-être un mois que tu pourras avoir des notions déjà bien fondées par rapport à ce cours. Alors, il te faut une certaine discipline, il te faut une certaine rigueur dans tes études. Si tu veux atteindre par exemple ce but-là, donc comprendre toute la microbiologie, peut-être en un mois, tu te fixes donc un objectif que bon, je vais atteindre ça en un mois. Bon, tu commences donc à travailler la microbiologie. Chaque jour, tu travailles. Tu te fixes des heures. Que bon, je vais travailler ça de telle heure jusqu'à telle heure. Tu te disciplines de telle sorte que en un mois, que tu arrives quand même à atteindre ce but-là. Donc, il y a d'abord le facteur discipline qui est très important. Et il y a aussi la motivation. Vraiment, il faut être vraiment motivé pour... dans ces études médicales-ci. Parce que ça arrive des moments où tu es vraiment... tu n'as pas de morale. Le moral est bas. Quand tu arrives par exemple sur un cours, ou bien alors tu arrives même à l'hôpital, on te pose une question et tu n'arrives pas à répondre. Ou alors, quand tu réponds, on t'insulte. On te dit que c'est faux, ce n'est pas ça. Mon frère, il faut que tu parviennes à te remettre sur toi-même pour pouvoir embrasser tes cours, pour aller encore lire, parce que ça déstabilise, ça démoralise. Maintenant, si c'est que tu es quelqu'un qui va te renfermer sur toi-même, si tu es quelqu'un qui ne va pas dire que non, comme on a dit comme ça là, je ne vais pas me laisser faire, je vais me remonter le moral, je vais chercher peut-être des sources de motivation qui vont me permettre d'atteindre mon but final qui est, par exemple, d'être un bon médecin. Si tu n'as pas ces sources de motivation là, tu vas même abandonner la médecine.
tu vas quitter la médecine. Parce qu'en médecine, il faut être discipliné, il faut du moral. Il faut trouver des sources même de motivation, trouver des aînés sur lesquels, des aînés qui t'inspirent, des sources d'inspiration. Surtout ça. Surtout, parce que c'est très important de voir par exemple que non, même comme tu n'es pas, comme par exemple tu as un niveau qui est peut-être très bas, tu vois par exemple il y a tel aîné, il est bon. Et je vais faire mention ici d'un aîné qui m'a inspiré particulièrement, le docteur, le MS, le médecin stagiaire Henri Kemo, qui m'a tellement inspiré. Donc, le fait par exemple que j'ai été dans l'ombre pendant un moment, que j'ai été par exemple, je n'ai pas en fait eu une certaine compétence. Je me voyais toujours bas par rapport à d'autres personnes et tout ça. Le fait de voir la façon qu'il faisait, sa façon de faire et tout, ça m'a motivé. Je me dis que non, si c'est que lui il a pu le faire, ça veut dire que moi aussi, je peux le faire. Donc, il faut trouver des sources de motivation. C'est très important. Une autre qualité encore qui est très importante dans la pratique médicale et qui est même l'une des valeurs qu'il faut avoir dans la vie courante, c'est la transmission des connaissances. C'est très important, surtout lorsque tu as déjà eu à apprendre une notion. Lorsque tu connais quelque chose, lorsque tu as appris quelque chose, cherche quelqu'un avec qui tu peux discuter. Pas seulement des élèves à qui tu peux aller transmettre, pas seulement des cadets à qui tu vas faire peut-être une séance d'encadrement et leur transmettre des connaissances. Tu peux trouver par exemple ton promotionnaire avec qui vous pouvez discuter sur le sujet que tu as lu peut-être dans la soirée. Vous pouvez discuter et à force de discuter comme ça, ça renforce, ça consolide les informations dans notre système nerveux et ça fait en sorte que il est difficile pour toi d'oublier ce genre d'informations parce que à chaque fois par exemple qu'on va te poser une question, peu importe le milieu dans lequel tu vas te trouver, ton cerveau va te ramener cette image là. Exactement. Et puis ça va couler comme l'eau de roche. Donc c'est une autre qualité qu'il faudra avoir, la transmission. Et il faut discuter avec les gens. C'est très important. Ne reste pas chez toi, tu dis que non, je connais, je ne veux pas parler avec mon frère. Tu ne connais pas. Donc vous étudiants, vous aspirants à médecine, il est très important pour vous d'avoir déjà cet esprit de partage scientifique, si on veut le dire en termes plus simples. Donc il faut partager. Associé à l'humilité. Exactement. C'est même une valeur dont je voulais même parler après. L'humilité, mon frère, il faut être humble. En médecine, ne fais pas comme il y a Dr Kangou, le CT Dr Kangouja. Ne fais pas les acromions. Ne fais pas les épaules. Non, on ne fait pas ça ici. Si tu veux apprendre, soumets-toi. Que ce soit un cadet. Que ce soit un cadet, par exemple, qui a une notion, une connaissance par rapport à quelque chose, et que, par exemple, tu n'as pas ça, rabaisse-toi, apprends de ce cadet. Parce qu'à force peut-être de te rabaisser, ça va faire en sorte que quoi? Tu seras comme Karamo l'a dit dans une de ses vidéos. Si tu ne connais pas, par exemple, les 49 premières fois 8, et que tu décides, par exemple, maintenant d'aller demander à quelqu'un de t'expliquer, tu vois, ça fera en sorte que ces 49 premières fois-là ne vont plus arriver. Donc tu ne vas plus rater 49 fois, mais tu vas maintenant trouver toute ta vie. Donc tu as raté 49 fois, mais maintenant, la 50e fois où tu as décidé d'aller apprendre peut-être du cadet que tu négligeais, fais en sorte maintenant que tu ne vas plus rater toute ta vie. Chaque fois qu'on va te poser la question par rapport à la chose, tu vas avoir une réponse. Exactement. Tu vas avoir une réponse. Donc l'humilité en science est très capitale. Que ce soit humilité envers ses cadets, que ce soit humilité envers ses aînés. C'est très important. C'est très important parce qu'il y a des maîtres, je vous assure, quand tu arrives et que tu veux jouer les connaisseurs, on ne t'apprend rien. On ne t'apprend rien parce qu'on suppose que bon, tu connais. Tu connais donc. Tu connais. Et vu que tu connais, ça va. On ne va rien t'apporter de plus. Donc c'est une valeur qui est capitale à avoir si tu aspires à faire les études médicales. Le livre est très gros. Tu ne peux pas tout connaître. La science est tellement vaste. Tu ne peux pas tout connaître. Donc le simple fait d'aller t'humilier devant quelqu'un, tu dis que vraiment, comme je fais souvent avec certains aînés de G3, dont il en fait souvent partie, certains cadets de G3, dont il en fait généralement partie. Je pose des questions. Parfois je pose des questions, pas parce que peut-être je connais tout ça,
Parfois, il y a des éléments peut-être de réponse que je n'ai pas. Il y a des éléments de réponse dont je n'ai pas, mais je profite de ce cadre-là pour me ressourcer. Exactement. De telle sorte que, avec sa réponse, plus peut-être ce que j'ai comme réponse, je complète. Et ça me donne maintenant une idée globale sur la chose. Donc, ce sont des qualités qu'il faudra avoir si tu aspires à faire la médecine. Éviter l'orgueil, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien si tu veux faire la médecine. Ça ne sert à rien. Exactement. Et il faut lire. C'est ça. Il faut lire chaque jour. C'est ce qu'il faut faire. Il faut lire chaque jour. Une journée... Bon, moi, par exemple, mon principe de base, c'est qu'une journée sans lire, c'est un patient que j'ai tué. Donc, ça, c'est mon principe de base. D'autres personnes ont leurs principes à eux. Mais moi, ma logique, c'est la suivante. Une journée que je passe sans avoir touché un de mes cours, ou alors sans avoir lu, même si c'est un article, c'est un jour que c'est un patient que j'ai déjà tué. Donc si peut-être qu'aujourd'hui, si je n'ai pas lu aujourd'hui, c'est que j'ai tué un patient. C'est comme ça ma logique. Et c'est ça qui me pousse à avancer. Exactement. Donc ça c'est une qualité, pour moi, ça ce sont des comportements qu'il faut avoir pour aspirer. Si tu aspires à faire la médecine. Peut-être il y en a d'autres dont je n'ai pas évoqué, dont mon copanéliste dont vous allez évoquer plus tard. Mais c'est vraiment quelque chose que il faut avoir comme caractère. Il faut savoir que c'est aussi lui le chargé des affaires académiques de notre communauté. Donc, vous allez constater qu'il y a une certaine rage dans ses propos parce que c'est ce qu'il nous inculque chaque jour et qu'on s'efforce aussi d'appliquer. Parce que comme il vous a dit, en médecine, il faut des modèles. Et il a une position de modèle qui oblige tous ceux qui suivent les activités de son département à appliquer justement pour essayer d'atteindre l'excellence. C'est le parcours ultime de tous les étudiants en médecine qui se respectent, qui veulent un diplôme de médecin et être médecin. Donc ils veulent les deux, pas seulement le diplôme, ils veulent être médecin. Voilà. Je reviens à l'aîné Durand. Bon, déjà sur le sujet, c'est un point très crucial. Du nombre d'années que j'ai déjà eu à passer en faculté de médecine, je refuse autant pour moi. Et Je refuse. On a déjà trop mis long ici. Exactement. Donc, je refuse de mettre les qualités académiques en avant. Je commencerai d'abord par mettre les qualités sociales en avant et devant les qualités académiques. Je commencerai premièrement par l'humilité. L'humilité est très capitale et très cruciale. Il faut éviter ce sentiment d'autosuffisance, de rester dans son coin et se dire par exemple qu'on connaît tout. Parce que tout le monde a toujours des lacunes. Et à un moment donné aussi, on devrait se dire que nous allons travailler sur les vies des gens. On va travailler, on va jouer avec l'humain. C'est ça. Avec l'humain. Il faudrait savoir qu'à un niveau donné, un étudiant qui n'est pas vraiment sociable, qui a des caractéristiques, je dirais, anormales, fera beaucoup de dégâts à l'hôpital. On comprend qu'il ne va jamais référer un patient, par exemple. Parce qu'on est dans un domaine où il faut accepter ses limites à un certain niveau. Justement. Donc, il faut savoir qu'ici, ma force s'arrête. Mes capacités s'arrêtent. Ou peut-être pas que mes capacités s'arrêtent, mais qu'ici, j'ai besoin de l'apport de l'autre pour évoluer ou bien pour pouvoir donner guérison. Imaginez un étudiant qui n'aime pas les débats ou un étudiant qui à chaque fois veut avoir raison. Mais c'est dangereux. Tellement. C'est dangereux parce que le but du débat parfois n'est pas d'avoir raison mais de trouver un point d'entente qui puisse mettre tout le monde d'accord. Tout le monde d'accord. Voilà. Donc, vraiment, je souhaite qu'on souligne même encore ça. Il a dit ceci. Le but du débat, surtout dans les études en médecine, ce n'est pas de trouver que telle a raison ou telle a raison. C'est de trouver un point d'entente qui peut mettre tout le monde d'accord. Parce que moi qui viens participer au débat qu'il fait, je peux avoir des données qui sont vraies, mais qui ne sont pas convaincantes pour nous mettre, nous deux, d'accord. Et lui aussi peut avoir des données vraies. Maintenant, il peut arriver que ces données soient plus vraies et plus profondes que les miennes. Et en trouvant un point d'entente,
non seulement je suis d'accord, mais j'ai aussi appris de ce qu'il a dit. Ce n'est pas que je viens confronter mon idée à son idée qui va sortir vainqueur. Ce n'est pas ça. C'est ça, Ce n'est pas c'est justement ça Voilà. le problème. Et autre chose en médecine aussi, les gens devraient pouvoir expliquer leur point de vue. Devraient expliquer. Même dans ces débats-là, tant que tu n'expliques pas, on ne tiendra pas trop compte de ce que tu dis. Parce que il est un peu inadmissible ou bien difficile de balayer sur la base de certaines paroles non détaillées. Sans source. Oui, Ce n'est pas vrai. une grande espace, même c'est vrai. Mais dès lors que quelqu'un est venu avec toute une explication qui a l'air raisonnable, mais toi tu viens, tu lâches un truc comme ça. Ce n'est qu'une parole qui s'est envolée. Exactement. On n'en tiendra pas compte. Bon, la plus grande caractéristique, comme je le disais, est celle de pouvoir lire, relire et de s'inculquer cela et d'inculquer donc de s'habituer à cela, d'en faire une habitude, d'en faire un comportement naturel qui ne nécessitera plus de mettre un réveil, de mettre des notifications, donc que ça fasse partie intégrante de toi. Et si à un moment donné, tu penses qu'il y a des distractions, bien il y a des choses qui peuvent t'en empêcher, vas-y, mets une cloche de notification, mets un réveil, mets en place des mécanismes qui te permettront de ne pas t'éloigner de cet objectif-là. Donc, je pense que c'est cela. Et aussi, fais tout pour être un individu sociable. On n'a même pas cité 10 valeurs. Vous voyez, finalement, on se rend compte que pour embrasser les études en médecine, il faut avoir cet ensemble de valeurs-là, des valeurs sociales, des valeurs de travail, de discipline, savoir se motiver et savoir se sentir bien. Tu ne dois pas dire que tu fais la médecine pour devenir seulement médecin, comme si médecin c'était une autre personne. Non, tu dois prendre la médecine comme désormais c'est ton toi. Donc tu dois aimer l'univers dans lequel tu es, tu dois aimer la bulle dans laquelle tu es. Tu ne dois pas toujours être durant ton cursus comme si la médecine est à côté, toi tu es à côté. Non, tu dois savoir que désormais c'est toi. Puisque je suis très souvent sur les réseaux, parfois dans mes lives sous la casquette de musicien ou alors ma casquette d'auteur et tout. Et je fais face souvent à des personnes qui passent le temps à dire que oh, la vague d'étudiants en médecine, la vague de médecins qui arrivent là, la vague de ceci, la vague de cela. Puisque l'occasion se présente, je vais justement faire certaines clarifications. Tout comme nos maîtres disent, tout comme les médecins disent, tout comme les professeurs, les enseignants de médecine disent, les deux entités qui ont habilité à juger de manière pertinente un médecin, c'est son patient et c'est son maître. Donc c'est celui qui l'encadre dans sa formation et c'est celui qui a guéri grâce à, son traitement, le traitement qu'il a prescrit. Donc voilà les deux entités qui peuvent tabler si un médecin a fauté ou a bien fait. Sinon, la population a le droit d'avoir son opinion, d'avoir son avis, de tirer. C'est d'ailleurs lorsque on fait face aux critiques qu'on évolue. Mais il faut savoir que se placer sur les réseaux, se placer dans la population et donner un jugement qu'on pense crédible, fondé sur la médecine ou sur un médecin ou sur un étudiant en médecine, c'est se tromper. Parce que il y a une qualité que les étudiants en médecine ont, c'est l'aspect d'être multisectoriel, multidiscipliné. Parce que tu dois bâtir plusieurs types d'intelligence afin de retenir tout ce que tu as retenu durant le cursus. Seulement en première année, il y a près de 30 matières. Et au fur et à mesure qu'on évolue, les matières, le nombre de matières aussi évolue. Alors tu dois bâtir un certain nombre de capacités. Et l'avantage donc du fait d'avoir ces capacités, c'est que même au niveau maintenant des études, c'est à ton avantage, ça te permet justement de bien évoluer dans ton processus. Se placer peut-être sur les réseaux et voir peut-être un étudiant parce qu'il s'est habillé comme ci, comme ça, vous faire une idée de ses compétences, c'est vraiment se tromper. Et je ne sais pas si c'est possible qu'on puisse offrir souvent, un séjour de ces, détracteurs entre guillemets, au sein d'une communauté d'étudiants en médecine ou alors dans un hôpital même pour voir un peu comment ça se passe. Palper du doigt. Palper du doigt, voilà, exactement, les réalités. Parce que si tu veux juger les compétences d'un enseignant, d'un étudiant ou d'un médecin,
juste à ce que tu vois sur les réseaux, dans la société, tu vas beaucoup te tromper. Et il faut aussi savoir que le problème du médecin, c'est l'humain. Donc, le médecin soigne l'humain. Et pour soigner l'humain, il faut que l'humain te dise ce qu'il ressent. Et pour que l'humain te dise ce qu'il ressent, il faut être sociable à cet humain. Donc, quelqu'un qui milite chaque jour pour créer des contacts, créer des liens, qui se rapproche de la population et qui a pour carrière la médecine, je ne pense pas qu'il est pertinent de tirer sur lui comme étant quelqu'un qui est trop exposé. Puisque cette exposition permet de te mettre au même niveau que les autres pour qu'il puisse s'ouvrir. On a vu par exemple lors de nos stages, quelqu'un qui vient, il te dit en tout cas il te présente des signes qui te font penser à une pathologie. Dès que les membres de sa famille sortent, il se tourne, il te dit qu'en fait j'ai une blessure à cet endroit-là, mais je ne voulais pas dire ça à ma famille parce que c'est un peu honteux d'avoir ce problème-là. Et pourquoi cette complicité s'est créée au point où il dit ça, pour que ça permette finalement de trouver le problème fondamental ayant motivé sa consultation. Cela a été dû au fait que tu as d'abord installé un climat de complicité. Et ça ne s'apprend pas au bureau, ça s'apprend en société, au contact de la population. Signalez en commentaire si vous voulez des capsules comme ça, toujours sur les études en médecine. Donc, on va donner nos derniers conseils et on va se dire au revoir et rendez-vous pour les prochaines occasions. Il faut lire. Si par exemple tu aspires à faire des études en médecine, il faut t'apprêter déjà à ce que tu dois lire tous les jours. Savoir dire non aux parents si on sent qu'on n'est pas fait pour cela. C'est vrai que certaines personnes n'ont pas souvent senti qu'elles étaient faites pour certaines filières, mais à la longue sont devenues des exemples de réussite dans le domaine. Exactement. Il y a des exemples ici. Donc, mais il y a beaucoup d'exemples dans ce podcast. mais dites-vous simplement que tout le monde n'a pas cette même chance, si je peux appeler ça comme ça, ou pour vous, peut cuire, comme on dit. Comme on le dit. Donc, sachez, il faut savoir dire non aux parents. Qui vont en bas de la vidéo, dans la description, si nous sommes sur YouTube, vous allez voir lien d'accompagnement. Oui, juste là, vous pouvez cliquer et rejoindre justement un groupe dans lequel on peut continuer à vous donner des conseils si c'est que vous entreprenez une carrière de médecine ou alors d'une autre faculté, d'un autre domaine, parce que nous sommes, je vais dire, en contact avec des communautés des autres domaines, donc pas seulement de médecine. Et nous vous conseillons, pas seulement comme des grands frères académiques de médecine, mais comme des grands frères étudiants. Voilà. La famille, vivez, c'est-à-dire vivez dans le sens premier même du terme, parce que beaucoup arrivent, par exemple pour le cas des étudiants expatriés, quand tu viens, ta famille au complet, tu fais 3 ans, 4 ans, 5 ans, un membre de la famille décède. Tu n'as même plus bien les souvenirs de ce que vous avez fait ensemble. Parce qu'en 5 ans de médecine, c'est comme si tu as vécu 40 ans. Donc tu ne te souviens même plus bien de l'image de ton frère de sang, de ton parent de sang et tout. Donc vivez, tenez à la vie. Parce que étant expatrié, on a besoin de beaucoup d'épaules sur lesquelles se reposer. Et c'est vous, jusqu'à preuve le contraire, c'est à vous qu'on fait confiance le maximum possible au monde. Du coup, on veut vous voir vivant, on veut vous voir en santé et tout. Et puis, la famille, essayez un peu de privilégier un peu, je veux dire, de priver l'étudiant expatrié des sujets qu'il n'a pas besoin d'entendre. Je ne peux pas être en train de préparer un examen, je pars peut-être dans le groupe familial, je vois, oh, on a cambriolé aujourd'hui, on a vidé toute la maison, tout le salon, on a coupé le pied peut-être de l'un de mes frères, on a coupé la main de l'une de mes... Je n'ai pas besoin de voir ça le matin, quand je me lève pour aller étudier. C'est vrai que c'est un peu dans les profondeurs, mais ça a son sens. Et vivez, comme j'ai dit, tenez à la vie. Prenez soin de vous. Généralement, dans les familles qui n'ont pas souvent frotté justement les médecins, comme on disait, il y a beaucoup de négligence. Et toi, l'étudiant en médecine, pendant que tu grandis académiquement, tu connais déjà les pathologies et leur gravité, donc les gravités que ça peut occasionner, les complications que ça peut occasionner, je veux dire. Ce qui fait que tu as un œil un peu plus ouvert sur la santé. Quand tu entends juste que ta nièce a juste des maux de tête, tu es déjà en état d'alerte. Tu es déjà en train de commencer à taper les calculs pour
chercher quelle serait la cause la plus probable pour entamer un processus thérapeutique. Ce qui fait que, la famille n'a pas cette même vision. Donc, à vous la famille, prenez soin de vous au maximum possible. Prenez soin de vous au maximum possible. Et à l'étudiant, vraiment... Exactement, encouragez-nous, on a besoin du courage. Et quand ça vient de la famille, c'est plus qu'une bénédiction. Et l'étudiant en médecine, gars, sache que quel que soit le pays dans lequel tu te retrouves, quel que soit dans le plus grand confort que tu te retrouves, il y a un point commun en études de médecine, c'est chaud. Donc, ça chauffe partout. Même si tu es dans quel genre d'école ou quel genre d'institution, ta tête va quand même chauffer. Donc, de ce fait, je pense qu'on a donc tout dit. N'hésitez pas justement à nous suivre, à vous abonner à la chaîne et à visiter la description que nous avons mis qui peut reporter des liens qui peuvent vous intéresser. Et on va vous dire au revoir et rendez-vous pour les prochains podcasts. Celui-ci, comme notamment on nomme nos différents podcasts, c'est évolution. Évolution, c'est grandir sur le plan social, entrepreneurial, académique, tout ce que vous voulez. Je suis Quentin B, porteur de rêve. On va dire au revoir et clôturer. Comme ça.